Alors bonjour, Fred Savard avec vous pour ce 4e épisode de On a fait nos recherches. Aujourd'hui, je suis assez fébrile parce qu'on va se lancer ensemble. On va plonger dans un univers que je connais très très mal, qui est la physique quantique, avec les travaux de la chaire d'excellence en recherche du Canada sur les interactions lumière-matière. On va recevoir aujourd'hui Carlos Silva, qui est professeur titulaire du département de physique de l'Université de Montréal, et Félix Morin, conseiller principal à la recherche au CERC. Donc, toute cette réflexion... Évidemment, on va parler des travaux de la chaire de recherche, mais on va élargir la réflexion. Et c'est la beauté de cet épisode. On va élargir la réflexion. On va parler de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, de comment faire des recherches dans des domaines comme la physique quantique finit par avoir un impact sur notre façon de voir la vie. En fait, finit par nous obliger à avoir une réflexion philosophique sur ce qui est et ce qui n'est pas. Et on va y toucher un peu dans cet épisode. Vraiment, j'ai beaucoup aimé discuter avec les professeurs Carlos Silva et Félix Morin. Alors voilà, j'en dis pas plus, je vais les laisser s'exprimer et on va plonger dans ces travaux qui sont en tout cas, pour ma part, toujours extrêmement impressionnants et en même temps extrêmement stimulants sur la réflexion de pourquoi on est ici, et pourquoi peut-être qu'un jour, nous ne serons plus ici. Alors voilà, bon épisode tout le monde. Oh là, ça va être un défi pour moi cet épisode parce que je me plonge dans un univers qui m'a toujours fasciné, oui, mais où j'ai toujours été abasourdi de ne pas vraiment comprendre. Messieurs, bonjour, je vais vous laisser vous présenter. Oui, je suis Carlos Silva, je suis professeur de physique à l'Université de Montréal, directeur de l'Institut Courtois et chaire d'excellence en recherche du Canada. Félix? Moi, c'est Félix. Félix Toin, je suis conseiller principal à la recherche dans le groupe de Carlos. C'est l'immense plaisir de faire le lien entre le lab et les idées. Oui, alors c'est la chaire d'excellence en recherche du Canada sur les interactions lumière-matière dans les matériaux photoniques. C'est quoi des matériaux photoniques? Ça veut dire l'exploitation de la lumière pour des opérations okay. ou des applications. Que voir des choses. Oui. Comme de l'information, par exemple. Ouais. Tu peux envoyer de l'information avec de la lumière. Tu peux aussi... la photonique a aussi des applications comme couper des tôles. Dès que tu utilises la lumière pour faire autre chose que d'éclairer, et même encore éclairer une surface pour la voir, c'est la photonique, c'est tout ça. C'est l'ingénierie autour de la lumière. Ces technologies-là étaient même pas pensables, concevables il y a quelques années encore. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment qui sont des concepts qui étaient des rêves fous des fondateurs de la mécanique quantique. Puis en ce moment, donc, c'est ce qui est en train d'être réalisé dans les laboratoires. C'est ce qui intéresse les gens, utiliser les propriétés plus exotiques de la matière, notamment le fait que c'est des très bons objets quantiques. Pour l'instant, les technologies, c'est surtout qui sont appliquées, là, c'est surtout de la télécommunication. C'est comme une des grosses applications de la photonique. Puis éventuellement, les champs d'application vont s'élargir. Est-ce qu'on peut l'imaginer ou c'est encore trop tôt? On a toutes sortes d'applications des interactions lumière-matière dans toutes sortes de domaines. Il est déjà très, très large, mais on envisage aussi des applications où des propriétés quantiques de la lumière peuvent être importantes aussi. Et où il va y avoir de l'entrée dans la technologie quantique. Vous êtes à la tête de cette chaire de recherche. Les projets de recherche, il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas juste un. C'est un programme assez large, ambitieux, qui nous amène à plusieurs axes de recherche, plusieurs domaines de recherche, mais tout ce qui porte sur l'utilisation de la lumière pour sonder la matière, pour sonder les propriétés des matériaux. Donc, on a des entrées dans des systèmes où il y a de fortes interactions entre des particules, ce qu'on appelle les matériaux quantiques, où il y a, disons, dans un métal, nombre grand des électrons qui tous font leur travail et tous contribuent à une conductivité de matériaux, mais si un grand nombre des électrons n'agissent pas comme une seule particule, mais une
méga super duper particules, ça devient un autre matériau. Comment ce type d'interaction domine pour nous donner de nouvelles propriétés de la matière, c'est quelque chose qui nous intéresse. Ça nous intéresse beaucoup. On a des interactions très fortes entre la lumière et des électrons dans la matière. On a de nouvelles particules aussi qui sont un autre état un petit peu plus exotique de la matière. Si je peux donner peut-être un exemple comme très imagé, là. Ouais. Ça fait que ça, je trouve ça important. Donc, on est un groupe qui est le clash entre des chimistes et des physiciens. Puis les chimistes aiment beaucoup avoir des images. Puis c'est aussi comme ça que moi, je m'approprie la physique. Donc, vous, Félix, vous êtes chimiste à la base? Moi, je suis un physicien. OK. Mais je suis un physicien qui a passé beaucoup de temps avec Carlos. Donc, je finis par... Mais mon père est chimiste, par contre, il faut dire. Ça fait que ça a influencé comment comment les fils sont connectés. Quand on parle justement d'interaction en plusieurs corps, comme Carlos disait, il y a dans un matériel, un métal, les électrons, ils se propagent indépendamment les uns des autres. C'est presque comme s'ils se voyaient pas. Fait que tu peux imaginer ça comme des boules de bowling qui se promènent sur une allée de quilles. Fait que là, juste des boules. En permanence? Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme si la quille était... il y avait une pente dans l'allée de bowling. Fait que les boules, ils font juste tomber. Fait que ça, c'est ce qui arrive quand tu mets un voltage sur les fils électriques puis tu vas allumer une ampoule. Il y a des matériaux, on va les appeler des supraconducteurs. En fait, ce qui se passe, ça ressemble plus à des boules de bowling sur un matelas. Fait que des boules de bowling, si tu les envoies les unes sur les autres, ils font POC. Ils se repoussent, là. Ils collent pas ensemble. Mais si tu mets les boules de bowling sur un matelas, ben là, ils collent. À cause que le matelas les fait coller ensemble. Mais d'habitude, pas supposé coller ensemble. Quand ça colle, ces boules-là, ça nous permet de faire de nouveaux abats. Peut-être. C'est ça qui est intéressant d'explorer. Absolument, parce que là, quand il colle, tu peux te mettre à faire... Là, c'est de la colle quantique. Fait que ça se met... Fait que l'espèce de... Tu sais, comme un liquide, c'est des molécules qui sont tenues ensemble par de la colle. Comme de l'eau, ça tient ensemble. Liquide, ça tient ensemble parce qu'il y a des interactions électrostatiques entre les molécules dipolaires de l'eau. Fait que là, ça fait un truc qui tient ensemble. Au niveau quantique, tu peux aussi avoir des fluides comme ça qui ont des propriétés exotiques, notamment... c'est comme si l'eau pouvait... L'équivalent pour de l'eau, ça serait qu'elle serait super fluide, c'est-à-dire elle peut contourner des obstacles sans friction. Fait que tu peux faire passer le débit d'eau... si l'eau était un fluide quantique, tu pourrais faire passer le débit que tu veux dans ton tuyau. Jamais il y aurait de... Tu peux mettre le débit que tu veux, essentiellement. Il n'y a aucune friction. Fait que quand tu mets les... Fait que là, et tout ça, c'est à cause de la colle. Fait que si tu mets à avoir de la colle quantique, qui collent ensemble les deux boules de bowling. Éventuellement, ces boules de bowling-là aussi, ces paires de boules de bowling-là vont coller avec d'autres paires de boules de bowling et ça va faire un super fluide d'électrons. Fait que là, au lieu d'être juste de l'eau qui passe sans friction, c'est du courant électrique. Fait que tu peux faire passer dans un tube gros comme ça, un câble gros comme ça, toute l'énergie... les gens à la maison, évidemment, on est audio. Là. Gros comme ça, là, c'est les deux mains... qui font le cercle. Là. À peu près, c'est ça. Là, comme tuyau, quand même. 10 cm, là, un pouce de 3 pouces de PVC. Là, toute l'électricité de Montréal passe là-dedans. C'est comme... Ça fait que ça, c'est des supraconducteurs, mais c'est des matériaux ceux qui sont utiles pour vrai, on ne sait pas exactement c'est quoi la colle. Puis là, nous, ce qu'on arrive, ce qu'on dit, c'est on a des techniques, avec les techniques qu'on utilise pour notre expertise, la spectroscopie non linéaire, on pense qu'on est capable d'amener des réponses à qu'est-ce qui fait que dans certains matériaux, la colle est beaucoup plus facile à obtenir que d'autres. J'ouvre une parenthèse. Là. Le paradigme quantique. Je dis quantique, mais c'est quantique? Ça dépend à qui tu demandes. OK, écrivez-nous à la maison, si vous le savez. Bon, ce paradigme-là, il apparaît quand dans l'histoire de la physique? Juste pour qu'on comprenne, puis c'est une révolution majeure, là, j'imagine, quand ça arrive. Là. C'est une révolution majeure dans la physique. C'est une révolution du 20e siècle. 20e. Du 20e siècle, si c'est le Post-Einstein? Einstein, disons que si on veut donner une date d'un événement important, c'était une notion d'Einstein en 1905 de l'effet photoélectrique. Ça, c'est une des idées qui ouvrait la porte pour le développement de la mécanique quantique. Donc, la mécanique quantique, c'est l'infiniment petit? Si je résume, là... tu pourrais dire ça, c'est une manière de le voir. Pour qu'on comprenne, c'est une manière de le voir. L'autre manière, c'est qui est peut-être un petit peu plus et puis qui illustre pourquoi est-ce qu'on y réfléchit encore, parce que c'est une vieille théorie. C'est celle où, dans le fond, l'état de deux choses peuvent...
Il n'y a pas d'état objectif à un système. Nous, on pense que les propriétés du verre d'eau qui est sur la table en ce moment sont indépendantes de si je l'observe ou pas. En mécanique quantique, ce que ça montre, c'est que c'est essentiellement faux. L'information qu'on a sur d'eau, que deux systèmes ont entre eux, deux systèmes quantiques, fait que moi quantique, le verre d'eau quantique. C'est quantique. Ouais, ben, écoute, la décohérence... J'aurais pas dit ça quand vous êtes arrivé. Ah, c'est ça. C'est à cause de la décohérence. Mais bref, à cause... Donc, si mon verre d'eau était quantique, dépendamment de comment j'ai interagi avec mon verre d'eau, j'aurais une information différente à propos de ce verre d'eau-là, et mutuellement. Wow. Fait que ça, c'est... Mais à l'origine, oui, c'était pour expliquer des phénomènes microscopiques qui se passaient, comme notamment, par exemple, quand la couleur de gaz d'atomes. Oui. OK. Si je lance un baseball et vous savez me battre et vous allez frapper la balle et disons que vous réussissez, moi je peux vous dire en physique classique exactement la trajectoire que la balle va prendre. Que la balle va prendre. Ouais. Quand je la frappe. Si j'ai suffisamment d'informations la pression atmosphérique. Toutes sortes de paramètres comme ça. En mécanique quantique, tout ce que je peux faire, c'est vous donner une probabilité de où cette balle-là va être dans le temps, qui a toutes sortes de conséquences, comme Félix vient de mentionner, qu'il va avoir des comportements que c'est pas notre expérience dans la vie classique. Cette balle-là peut traverser le mur, par exemple, en fait, elle peut se relationner avec d'autres balles pour dire je peux pas décrire cette balle-là si je connais pas cette autre balle. Donc, toutes sortes de phénomènes qui sont au-delà de notre expérience quotidienne. Et même de notre perception. De notre perception. Mais c'est mesurable, c'est quantifiable. Okay. Donc, la mécanique quantique, c'est la mécanique, oui, des objets très, très, très petits, parce que lorsque notre masse diminue, on entre dans un régime, un monde quantique, on sort de notre monde, disons, quotidien. Donc, pour l'instant, tout ce monde quantique est observable d'une façon strictement intellectuelle. Ben, il y a des conséquences. On peut l'observer expérimentalement. Oui. Puis d'ailleurs, il y aurait tout l'équipement électronique qui est partout alentour de nous serait impossible si on ne comprenait pas la matière à ce niveau-là. Ah, absolument. C'est comme fondamental à comment on comprend la matière en ce moment. Okay. C'est même, je dirais, on utilise, la mécanique quantique, c'est tellement rodé comme théorie, puis vérifié expérimentalement que on l'utilise pour faire de l'ingénierie. Des gens l'utilisent. Polytechnique fait graduer des cohortes d'ingénieurs qui utilisent ça pour faire des dispositifs à chaque année, et ça depuis une quarantaine d'années. Donc, c'est très, très concret. Mais les conséquences, par contre, restent cachées. Les phénomènes qu'on voit sont des phénomènes que si tu ne poses pas trop de questions, c'est un phénomène classique. Fait qu'il y a sur un plan physique, il y a aussi peut-être un peu sur un plan de l'information. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de c'est quoi savoir des objets quantiques. Mais là, en ce moment, ce qui intéresse beaucoup, surtout le contexte de nos travaux, c'est est-ce qu'on est capable de faire d'extraire des matériaux dont les comportements sont très quantiques? C'est-à-dire, il n'y a aucune manière que tu puisses expliquer ce qui est en train de se passer sans utiliser directement des propriétés quantiques de la matière. Comme ce que j'ai décrit, une espèce de superfluide d'électrons. Oui. Ça, c'est bonne chance expliquer que le liquide n'a aucune viscosité, puis les propriétés, en fait, que des superfluides ou des supraconducteurs vont avoir sans faire référence à de la mécanique quantique. Pour préparer cet épisode, il y a quelqu'un chez vous qui m'a envoyé une vidéo de Alfred Leitner sur l'hélium. Ah oui, bon, c'est bon ça. Helium is a remarkable substance. It has two different and easily distinguishable liquid phases, a warmer and a colder one. The warmer phase is called liquid helium-1, and the colder phase, liquid helium-2. The two phases are separated by a transition temperature, known as the lambda point. When liquid helium is cooled down through the lambda point, a transition from helium-1
to helium-2 is clearly visible. Oui, bon, c'est ça. Parlez-nous de cette vidéo-là parce que là, on est en présence d'un superfluide. C'est une expérimentation qui date des années 50. C'est quelle vidéo incroyable. Maintenant, ça coûterait ben trop cher en hélium faire ça. Ah ouais, c'est vraiment précieux comme j'encourage. C'est 1 heure, mais ça vaut la peine. Ça coûte très cher l'hélium. Ah ouais, hein? Avant, ils faisaient des ballons avec. Là, maintenant, là, c'est pour traiter le cancer. Tu as besoin d'imagerie à résonance magnétique nucléaire. Donc, ouais, fait que ça coûte cher maintenant. Mais oui, non, là, donc lui, il utilise des gallons et des gallons d'hélium liquide dans des vases transparents. Puis il est capable de manipuler ce fluide-là. Puis bonne chance pour faire ça avec ton verre d'eau. Le fluide va faire, par exemple, une paroi infinitésimalement mince sur le côté d'un verre pour en sortir, puis aller par en dessous. C'est capable de passer par des pores pour lesquels aucun autre liquide, ils sont trop fins pour même faire passer, même des atomes auraient de la misère à passer là-dedans. Il fait chauffer ça à des degrés... il refroidit. Refroidit à moins 260, même plus que 273? Quelque chose comme ça, c'est ça. C'est en Kelvin, fait que c'est proche, fait que c'est 0 Kelvin, c'est moins 273 degrés Celsius. Ouais. Donc oui, à partir de 4,2 Kelvin, l'hélium se liquéfie, il y a un liquide, mais un liquide très normal. En dessous d'une température qui appelle le point lambda, à 2,7 Kelvin, là, ça devient un superfluide qui a toutes ces propriétés-là. Donc, mais ça, il faut imaginer. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un comportement collectif émergent. Fait que c'est-à-dire, tu es capable d'induire des changements de phase dans la matière qui proviennent qui ressort directement de propriétés fondamentales de chacune de ces particules-là. Okay. C'est, par exemple... collectif. Donc, c'est un comportement collectif. Ouais. On ne peut pas penser à un ensemble d'atomes d'hélium qui sont indépendants, mais c'est une phase collective. Tous agissent comme une particule. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est de mesurer, d'observer comment individuellement et collectivement ces éléments-là interagissent dans des conditions particulières. C'est ça qui est intéressant. Même plus... comme de manière plus concrète, tantôt on parlait de quand est-ce que quelque chose est quantique. Oui. C'est quand quelque chose devient infinitésimalement petit. C'est là ce que je disais, à l'époque, c'était ça que les gens voyaient. Maintenant, ce que ce monsieur-là fait, que tu vois dans la vidéo, c'est un objet quantique gros comme ton chest. C'est-à-dire gros en tabarouette. Non, mais je comprends. Un atome, oui, non, mais j'avoue. Puis ça, oui, voilà, OK. Fait que là, tu as l'occasion de manipuler un des objets les plus conceptuellement étranges de l'univers. Ouais. Puis il est gros, tu peux le verser, peux... Ouais, voilà. Fait que oui, c'est le fun. Dans vos laboratoires, qu'est-ce que vous faites dans vos laboratoires, là? On ne joue pas avec des liquides quantiques macroscopiques comme ça, comme l'hélium. Ça fait un dégât assez large. On utilise la lumière. Oui. Donc, on revient à la notion de la lumière comme un outil d'étude de la matière pour nous. Il y a des gens qui font ça, qu'eux, ils envoient des quantités ridiculement élevées de photons en même temps, puis ce qu'ils clament, c'est qu'ils sont en train de donner des propriétés extraordinaires à des matériaux juste en envoyant de la lumière dessus. Nous, on utilise la lumière comme si tu vois quelque chose que tu sais pas c'est quoi sur ton chemin, tu vas prendre un bâton puis tu vas comme le toucher avec. On va poker. Exact, le poker. Nous, la lumière, c'est ça. Okay. C'est un bâton à poker très sophistiqué. Puis on l'utilise pour mieux comprendre ce qui se passe dans ces matériaux-là, ou même pour éventuellement pouvoir comprendre pourquoi ces gens-là sont capables de donner des propriétés exotiques à des matériaux avec de la lumière, tu sais. Fait que c'est comme eux, ils ont fait un tour de magie, on essaie de comprendre comment ils fonctionnent. Oui, ça c'est une belle métaphore. Utilisons le même exemple de l'hélium qu'on vient de parler. Oui. On observe un phénomène qui est assez exotique. Un liquide que lorsqu'on refroidit devient un gaz liquide, et un liquide assez bizarre qui est superfluide, qui se propage sans friction, qui peut se déborder toute seule. Et on se pose la question, pourquoi? Quels sont les phénomènes? Quelles sont les interactions qui donnent ce comportement quantique? Là, nous utilisons la lumière on envoie la lumière à l'hélium liquide,
la lumière va interagir avec ce système et tous les phénomènes internes qui donnent lieu à ce comportement quantique vont avoir une empreinte dans la façon qu'ils interagissent avec la lumière. C'est ça qu'on peut résoudre et étudier et analyser pour ensuite avoir comme une petite fenêtre dans le comportement interne de la matière. OK. J'imagine que le rapport au temps dans un laboratoire comme le vôtre doit être différent de notre quotidien à nous, mortels. Est-ce que tu veux dire, dans le sens, il y a juste 24 heures dans une journée, puis c'est dommage? Non, en fait, pour me préparer, évidemment, j'ai essayé de me préparer. En fait, je répète, dans un domaine qui me fascine en même temps. En fait, je vous envie d'être capable de jongler avec tout ça. J'ai appris en fait, j'ai découvert les attosecondes et les femtosecondes. C'est ça. C'est comme ça qu'on le prononce? Oui. Dans vos recherches, ça implique quoi de manipuler ces là, je pense qu'on peut parler de fractions de seconde. Ouais. Il y a autant de... peut-être que mon ordre de grandeur n'est pas correct, mais la conclusion reste similaire. Là. Il y a autant de femtosecondes dans une seconde qu'il y a de secondes dans l'âge de l'univers. C'est ça. Ça, c'est fou. Fou raide. La matière se comporte de manière complètement différente à ces échelles de temps-là. Et d'ailleurs, beaucoup des conséquences... À notre échelle de temps, là, notre temps de réaction, c'est 24 millisecondes à peu près, là, si quelque chose se passe. Un chauffeur de Formule 1, c'est 24 millisecondes. Fait que tous les phénomènes qu'on voit sont une conséquence d'autres phénomènes qui sont arrivés à des échelles de temps très, 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 très courtes. Ouais. Donc, si nous, on veut comprendre fondamentalement comment ces phénomènes-là émergent, notre approche, c'est d'aller à des échelles de temps très courtes pour les voir, littéralement, faire des films. C'est comme un film en slow-mo, mais... un autre ordre de grandeur. Mais donc, mécaniquement, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, comment ça se manifeste dans vos laboratoires? Comment vous faites? On utilise de laser, donc de sources de lumière. C'est une lumière avec des propriétés assez particulières de ce qui est de laser. C'est la lumière qu'on appelle cohérente. Et, mais plus que ça, attendez, le laser, c'est une... Source de lumière cohérente. L'ampoule ici, c'est incohérente. Il y a de la lumière qui sort. Qui n'est pas constante. Qu'on l'aperçoit pas tout à fait à l'œil nu, pas tout le temps. Peut être constant, mais c'est une façon de le voir de sondes. Oui. Ah ouais, OK. Et des sondes, il y a un ensemble de sondes, un paquet d'ondes qui n'ont pas aucune relation entre le... Dans le laser, c'est un peu n'importe quoi, cette ampoule-là. C'est ça que vous dites, sur le plan physique. Exactement. Le laser... Vous pourriez faire avec ça. Le laser n'est pas n'importe quoi. C'est ça. Tous les sondes électromagnétiques ont ce qu'on appelle une phase bien définie. Ouais, OK. Et ça, c'est ce qui donne à la cohérence. Mais ça, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est que ça nous permet de générer des impulsions de lumière qui ont une durée très, très courte. Dans notre laboratoire, de l'ordre de quelques femtosecondes. Et c'est possible dans certaines gammes spectrales de longueur d'onde, disons des couleurs, on tombe dans l'attoseconde. Donc, c'est 10 à la moins 18? 10 à la moins 15 pour la femto, 10 moins 18 pour l'atto. Ouais, c'est ça. C'est assez vite. Même... Pensez-y une minute. Pensez-y. Exactement. Puis même, il y a un autre aspect qui est intéressant avec cette durée de temps-là, qui est, dans le fond, mettons, ces lasers-là sont capables d'atteindre des régimes de champs électriques inatteignables autrement. En fait, nulle part ailleurs dans l'univers, sauf peut-être une supernova. Là. Quand tu as... on a par exemple un laser, il y a 6 watts de lumière qui sort de ça. 6 watts, le four micro-ondes en consomme 3000. Fait que pas grand-chose, on s'entend. Mais c'est une série de petites impulsions qui ont chacune 6 millijoules. 6 millijoules, encore une fois, absolument rien comme quantité d'énergie. Mais vu que ce flash-là dure 30 femtosecondes, ça veut dire que quand le flash est allumé, la puissance lumineuse est comparable à celle d'une centrale nucléaire. C'est ça. Fait que pendant Parce qu'elle est concentrée dans une fraction de seconde. Absolument, exactement. Très, très petite fraction de seconde. Oui, très petite, voilà. Donc, on a une série de supernovas, de réacteurs nucléaires dans notre en équivalence ici. Mais, vu que ça ne dure pas longtemps,
le matériel n'a pas toujours. Bien sûr, il faut faire attention. On peut faire un trou dans l'échantillon si tu le veux. Là. D'ailleurs, c'est utile pour ça, souvent, des lasers comme ça. Mais si on fait attention, on est capable c'est comme un accélérateur de particules. Tu as des conditions extrêmes, mais on est capable d'appliquer donc des conditions extrêmes sur des matériaux sans les endommager. Fait que ça nous permet d'avoir de l'information comme très subtile qu'on n'aurait pas juste si on regardait le phénomène lui-même. On est capable de voir comment on peut manipuler ce phénomène-là. Parce qu'avec cette intensité, on peut accéder à des régimes d'interaction lumière-matière qui nous donnent beaucoup d'informations sur le comportement de la matière. Là, vite comme ça, je me dis, OK, la façon que vous montez vos protocoles de recherche, là, est-ce qu'on est dans l'exploration totale ou déjà à la base, vous vous dites, nous, on va travailler spécifiquement là-dessus parce qu'on cherche quelque chose? Et on est du côté très fermement, certainement, du côté sciences fondamentales, mais on fait la science des matériaux avec un objectif principal de comprendre d'une façon assez approfondie le comportement fondamental de la matière, matériaux. Mais il y a toujours un contexte toute science des matériaux a toujours un contexte de c'est quoi qu'on fait avec des matériaux. C'est ça. Et quels sont les besoins. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et pas juste pour améliorer. C'est intéressant toujours d'améliorer ce qu'on connaît déjà, mais est-ce qu'on peut trouver des propriétés qui nous amènent à de nouvelles applications, de nouvelles idées, des choses qu'on n'a même pas encore imaginées. Et c'est ça qui nous motive vraiment. Disons que il y a une belle phrase qui disait, disons que la physique, ce que la physique fait, c'est de imaginer ce qu'on ne peut pas encore imaginer. C'est toujours intéressant d'améliorer, mais disons que la révolution ne se gagne pas par l'amélioration, par le changement fondamental. Donc c'est ça qui nous motive comme physiciens. Donc, c'est sûr qu'il y a l'approche scientifique qui est hypothèse valide, que la méthode scientifique est au cœur de ce qui mène à du savoir, des découvertes. Mais comment on se rend là? Il n'y a pas juste ça. Il y a aussi un processus créatif qui s'apparente, en fait, qui est très, 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 très proche du processus créatif. D'un artiste. Exact. Non, absolument. C'est d'essayer d'imaginer des choses sur lesquelles on ne peut pas nécessairement mettre les mots pour l'instant, puis de se lancer là-dedans. Est-ce que, là, je sors un peu de vos travaux directement, mais est-ce que ça transforme un individu? De manipuler l'infiniment petit dans des temporalités complètement différentes avec des jets de lumière. J'imagine que ça change la perception sur plein d'autres choses qui ne sont pas directement liées à la physique. Oui, parce que lorsqu'on comprend des choses assez fondamentales de comment les choses marchent, comment l'univers marche. Moi, je dirais que oui, ça change la perspective. On commence à imaginer d'autres choses que peut-être on n'avait pas imaginé avant. Et c'est absolument une interaction humaine. Ce sont des humains qui font la science et avec l'imagination. La limitation, mais aussi les possibilités d'imagination humaine. C'est comme quand on est joué dans ce domaine-là où l'intuition qu'on a de tous les jours nous sert à absolument rien. C'est une compétence que tout le monde développe quand tu fais de la recherche et qui... tu peux l'appliquer à toutes sortes d'autres concepts, problèmes bien sûr. Là. C'est d'être toujours conscient qu'il y a une très bonne chance que ce que tu sais est nul comparé à ce que tu pourrais savoir. Ta perspective est limitée et incomplète, puis que ce qui... jusqu'au niveau où tu peux même pas imaginer comment tu pourrais voir le problème autrement. Là. Est-ce que même il n'y a pas des fois une espèce de précipice qui s'ouvre? C'est-à-dire que à force... En fait, pas à force, mais en découvrant des nouvelles perspectives, souvent, cette perspective-là est tellement large qu'elle peut sembler être une sorte de gouffre. J'ai eu dernièrement plusieurs de conversations semblables à ça avec certains amis qui sont très intéressés à ce sujet-là, justement. Ma réponse, ma perception, et c'est personnel,
c'est que je suis très confortable avec la notion que il y a plein de choses qu'on ne comprend pas et qui sont probablement pas compréhensibles à nous parce que notre perception s'est limitée. Ah ouais. On habite dans un monde où on est macroscopique, par exemple, on revient au début de la conversation, les notions de mécanique quantique, c'était très difficile à assimiler parce que c'est pas notre perception. Mais quand même, on arrive à développer une théorie qui est très subtile, qui explique tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans le monde microscopique. Mais c'est pas notre perception. Il y a ça va beaucoup plus loin. Et ça, je suis très confortable avec la notion que je peux pas percevoir si on veut l'ensemble, en fait. Définir comme une réalité, une réalité absolue, on a des limitations. Et c'est comme ça que ça marche. Mais... Moi, je suis un junkie d'adrénaline, mais je fais pas de choses en parachute. Je fais pas de skateboard. Je fais de la physique. En grande partie, c'est ce que j'en retire énormément. De parler, justement, Carlos et moi, on discutait, on a eu une demande de subvention. On parlait de l'idée. Puis j'arrivais on a construit une idée ensemble, puis à la fin, je suis comme, ben là, Carlos, j'ai le vertige, là, faut qu'on le fasse après, cette affaire-là. Mais le processus de construire ça avec d'autres chercheurs qui sont en ce moment en train d'obtenir leur diplôme, d'autres chercheurs postdoctoraux, on a vraiment une équipe formidable de gens. Oui, ça, c'est un rush. Je suis encore sorti du plan, mais c'est pas grave, c'est vraiment passionnant. Est-ce que, bon, là, je vois bien qu'il y a des arrimages entre la chimie et la physique. Est-ce que vous travaillez avec des philosophes? Est-ce que vous travaillez avec des éthiciens? Est-ce que vous travaillez avec... Vu qu'on est dans un nouveau paradigme... Disons que mon superviseur direct est un philosophe, donc je parle de philosophie souvent, le doyen de la faculté de sciences. Oui, c'est un domaine, un environnement très multidisciplinaire. Il y a, je dirais que par exemple la mécanique quantique, c'est quelque chose qui émane de la physique, mais c'était toujours dans un contexte de comment les chimistes aussi voient l'univers. C'était d'une façon, oui. Mais la multidisciplinarité, interdisciplinarité, transdisciplinarité comme une pratique, c'est quelque chose qui n'était pas toujours comme ça. Mais maintenant, je peux parler un peu de l'Institut Courtois. L'Institut Courtois dont je dirige, c'est un institut qui était conçu grâce à un don assez généreux de la Fondation Courtois pour amener à la science des matériaux, à la découverte de nouveaux matériaux, dans un contexte multidisciplinaire de chimie physique, informatique, parce que maintenant, dans une ère de l'intelligence artificielle, ça joue un rôle assez central. Mathématicien. Et je pense que oui, éventuellement, avec des sciences sociales, parce qu'il y a toutes sortes de questions qui vont au-delà des matériaux, des questions de société. Et ça, il faut collaborer avec la science sociale. Et nous avons décidé dans cette direction-là pour notre programme de recherche individuellement. On parle de beaucoup de choses comme Open Science, la science ouverte. Moi, j'envisage un laboratoire comme le nôtre. C'est quoi la science ouverte? C'est l'idée que si vous avez la bonne formation, vous avez la capacité de faire ce que nous faisons dans notre... C'est pas ouvert parce que ça vous prend plusieurs millions de dollars d'équipement dans vos laboratoires pour faire ça. C'est pas tout le monde qui va être capable de faire ça. On est privilégié. On a cette opportunité. On essaie de l'exploiter de la façon avec plus d'impact un peu, mais disons que si vous êtes un physicien, chimiste, un scientifique je sais pas, soit le Pérou, en Afrique, en certaines parts de l'Asie, vous n'avez pas la même opportunité. Donc, est-ce qu'on peut, par exemple,
avoir une plateforme pour que n'importe qui a la formation le besoin scientifique de faire d'expériences parce qu'on a une plateforme pour ça. Ouais. Donc, c'est le type de choses qu'on est intéressé à faire. C'est pas juste question technique ni question scientifique, mais ça, c'est une question de société Tout aussi. À fait. Comment la science se développe pour le bien de la société. Ça m'amène à ouvrir une autre parenthèse. Les fameux critères EDI. Parce que moi, je suis dans un autre projet balado, on en parle souvent. On parle souvent des gens qui critiquent ça. On peut parler à Yves Gingras. En tout cas, je parlais à Éric Bédard, l'historien, qui relatait un discours d'Yves Gingras qui a gagné un prix, l'historien des sciences, qui est très, très remonté contre les critères EDI. Puis je lisais un peu votre position, Carlos Silva. Oui. Je pense que c'est intéressant de l'aborder parce que c'est encore mal compris, je pense, dans le grand public. Je pense que oui, absolument. C'est souvent une espèce de cheval de Troie des chroniqueurs plutôt à droite. Puis ça, c'est même rendu dans la sphère complotiste. Notre positionnement sur l'EDI, c'est très fortement pour des plans d'action bien développés, bien clairement conçus pour élargir la participation de la société dans la science et que la production scientifique soit au bénéfice largement de la société. Donc, pas juste en termes de développement de technologie. Ça, c'est clair que si je développe une bébelle, pour utiliser mon bon québécois, qui va être utile pour la société, ça c'est vrai. Mais si on génère de nouvelles connaissances, ça enrichit la société. Donc, comment peut-on s'assurer que on puisse optimiser ce processus? Et si notre société a une certaine composition, est-ce que les gens qui font la science vont être une réflexion de cette composition? Est-ce que si la société a des besoins spécifiques, est-ce que notre processus a des réflexions sur ces besoins? Je ne parle pas spécifiquement de quel cours on doit prendre. C'est juste comment on développe le processus de faire la science. Donc, ça pour moi, était assez important. Moi, je suis d'origine latino-américaine, je suis mexicain. Et c'est pas juste parce que je suis mexicain, c'est parce que j'ai eu toute ma formation aux États-Unis, en Angleterre, et toute ma vie professionnelle ici et aux États-Unis. Moi, je suis très conscient de comment la société largement peut être représentée dans la science et dans l'académie en général, je dirais aussi. Je pense que l'argument de les notions d'EDI qui sont juste ce qu'en anglais on dirait de box ticking. Moi, je serais d'accord avec les gens qui critiquent que si c'est ça ce qu'on va développer, on n'arrive pas à répondre des besoins. Mais est-ce que ça peut être beaucoup plus que ça? Notre positionnement, c'est que oui. On peut, mais plus qu'on peut, on doit former nos étudiants pour être des participants de sciences et de société dans un contexte large. Si je peux même ajouter, c'est nous, on veut faire de la science excellente. On veut c'est ça. On veut faire la meilleure science possible. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre une neurone. Puis, le processus de découverte scientifique, c'est, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est un processus créatif. Donc, ça implique, et c'est un processus humain créatif, donc il faut que les humains qui le fassent se sentent bien. C'est un processus où il faut être vulnérable. Avant d'avoir une bonne idée qui sorte, là, il y en a
Il y a au moins une centaine qui n'ont aucun sens. Puis il faut se sentir très à l'aise, de ne pas se sentir jugé, de partager ça avec ses collègues. Puis c'est un effort d'équipe. Puis donc, les aspects EDI prennent tout leur sens là-dedans. On veut le plus de perspectives disponibles. Oui. On veut que les gens se sentent confortables d'utiliser. De plusieurs horizons aussi. Absolument. Oui. Les gens réfléchissent de manière différente. Il faut en profiter. Puis c'est juste une question de rendre un environnement sain pour tout le monde. Et si je peux juste faire un suivi de ce point-là qui est très important, c'est que je pense que les gens qui critiquent des initiatives EDI souvent disent, l'argument est souvent, disons qu'en ayant des cibles, par exemple de parité en femmes ou de minorités visibles, qu'il y a il y a un sacrifice de l'excellence. Oui. Et moi, je connais aucun prix d'envergure. Je connais aucun poste de professeur dans une université qui réussit juste parce qu'on a des quotas. Ça n'arrive pas. Non. Ça ne marche pas comme ça. Donc, tout le monde qui réussit dans notre domaine a la compétence, a la capacité. La question, c'est comment avoir un environnement dont tout le monde se sent qu'ils peuvent participer. C'est ça l'objectif plutôt. J'ai remarqué souvent que les critiques de ces programmes EDI, souvent sont dans deux profils, soit des scientifiques en fin de carrière, qui sont là depuis longtemps, et d'autres qui n'ont pas la carrière universitaire qu'ils voudraient, et qui ont l'impression que c'est d'autres personnes qui leur ont pris leur carrière. On nomme personne, mais c'est... Bon, là, je veux qu'on revienne à une chose. Les lasers qu'on a parlé tantôt. J'imagine que on les manipule pas comme on veut. Non, en effet. Est-ce qu'il y a des dangers? Parce que je sais qu'il y a des gens dans les qui vont dire « Ah ouais, OK, tantôt, là, on parlait de femtosecondes et de... Bon, est-ce que ce sont des lasers dangereux? C'est les plus dangereux. Les lasers dans nos laboratoires sont de loin les plus dangereux sur l'île de Montréal. Parce que techniquement, c'est les mêmes que pour les opérations au laser dans les yeux, là. À peu de choses près, On est juste dans un degré d'intensité différent. 1 million de fois plus, à peu près. Donc, est-ce que vous risquez votre vie? Pour nous? Wow! Non, mais c'est sûr qu'il peut y avoir des dommages permanents qui viennent de l'utilisation de ces lasers-là. Puis ça fait partie aussi des mesures EDI de que personne ne devienne aveugle en faisant de la science. Voilà. C'est le fun de la physique, mais pas au point d'en perdre la vue. Donc, non, c'est ça. On met beaucoup d'efforts pour que notre personnel soit en sécurité quand ils font leur manipulation. Mais oui, c'est pas intuitif. Là. Ça a l'air d'une... Tu regardes 6 watts de lumière à 800 nanomètres, c'est invisible presque. Mais une impulsion arrive dans ton œil, tu viens d'éclater ta rétine. Puis en tire une impulsion, ça en tire 1000 par seconde. Bon, fait qu'on peut... On met beaucoup de ressources sur la sécurité de laser. Ouais, j'imagine. Est-ce qu'on peut parler d'applications? Bon, vos grands axes de recherche, là, ça serait quoi, présentement? Ce qui vous occupe? Donc, on a 3... en fait, on pourrait le voir d'une certaine manière comme un axe de recherche qui est la physique à plusieurs corps, donc des comportements émergents qui arrivent d'interaction entre des constituants plus petits. Oui. Et donc, nous, on a divisé ça en 3 axes. On a l'axe où on interroge les matériaux quantiques, ce que je mentionnais plus tôt, les supraconducteurs, ces espèces de conducteurs d'électricité un petit peu magiques. Donc, ça, c'est le premier, c'est de comprendre les phases dans des matériaux où ces interactions-là sont fortes, mais aussi étudier comment... donc, ça, c'est un des axes. L'autre axe, c'est l'interaction, ce qu'on appelle, on l'appelle lumière-matière, qui est... Donc, dans nos têtes, c'est très clair la distinction entre la lumière et de la matière. Oui. La matière, c'est ce que je touche puis qui pousse. Oui. La lumière, c'est ce qui fait que je vois. Puis, la plupart des gens, on va comme passer toute nos vies à faire la distinction, puis il n'y a pas rien de controversé là-dedans. Mais il existe... On peut avoir une belle vie juste en sachant ça. Très bien rempli. Sans trop se poser de questions. Absolument. Mais en fait, plus tu réfléchis à la question, puis même tu peux le réaliser en laboratoire, il y a des endroits dans l'univers où cette distinction-là est, je dis, plus que pas claire, elle est même impossible à faire. Ah ouais. Puis on peut générer des systèmes comme ça où l'interaction entre la lumière et la matière est tellement forte que ça devient impossible de les distinguer. Fait que là, c'est intéressant. On peut faire ce qu'on appelle là, on parlait de liquide quantique, d'hélium, mais on peut aussi faire des liquides de lumière.
liquides quantiques de lumière, qui ont un comportement super fluide eux aussi. Et donc là, la question se pose naturellement. On est des physiciens, c'est ça qu'on fait d'habitude. Quand tu nous donnes un objet, on se demande qu'est-ce qui arrive si je le fais collisionner comme avec un autre objet. Donc, nous, on étudie les interactions entre ces espèces de particules-là, hybrides lumière-matière, quand ils atteignent des phases de corrélées. Fait que ça, c'est l'axe lumière-matière. Le troisième axe, ça, c'est dans notre... là, on est plus proche des applications de nos connaissances, mais dans un domaine plus large de la physique des matériaux, de la chimie, de la physique des matériaux, où on essaie d'être capable d'avoir de l'information sur des molécules, comment des molécules, des atomes uniques se comportent quand tu les mets en proximité, en triangle de proximité. Donc, on travaille beaucoup avec les groupes en ce moment de Richard Martel et Delphine Bouilly qui ont un arsenal de techniques très sophistiquées pour fabriquer des couches épaisses d'un seul atome, puis de l'utiliser à des fins de détection de biomarqueurs pour détecter le cancer ou pour faire des appareils, éventuellement que ce soit utilisé dans des dispositifs optoélectroniques, comme quelque chose qui émet ou qui absorbe de la lumière qui émet de la lumière si tu mets un courant dedans, qui reçoit du courant si tu mets de la lumière dedans, et bien plus. Donc, on travaille avec eux pour voir comment est-ce qu'on peut leur apporter de l'information cruciale qui, eux, leur permettrait d'avancer plus vite dans leur recherche avec ces techniques. Parce que j'y arrivais, c'était ma prochaine, on va terminer avec ça, les applications. Parce que les gens à la maison vont dire, c'est bien beau tout ça, mais avec nos impôts, là, est-ce qu'ils vont faire des choses qu'on peut se servir éventuellement? Éventuellement. Moi, j'aime ça dire. Il y a une phrase qui dit, si tu demandais à quelqu'un à la fin du 19e siècle de quoi tu as besoin, de quoi le monde des transports a besoin, on aurait besoin de chevaux plus rapides. Oui. Ou qui se fatiguent moins. Ouais. Donc, la perspective technologique est limitée par les phénomènes qu'on peut manipuler pour en faire de la technologie. Donc, et il faut tout le temps qu'il y ait des gens qui soient en train de... Moi, j'aime voir ce qu'on fait comme on est comme des mages, là, comme dans Lord of the Rings. Là, on est dans une tour, on a des incantations bizarres, puis on essaye de faire apparaître de l'univers des phénomènes que personne n'a vu jamais, comme qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Donc, c'est un peu comment est-ce qu'on aurait pu imaginer l'impact que l'informatique, que des transistors puissent, la physique des semi-conducteurs puisse éventuellement donner des ordinateurs, des transistors. Nous, on cherche l'étincelle de ces mouvements-là. On veut que ça fasse des révolutions technologiques. Ce que vous nous dites, c'est qu'on ne peut pas toujours faire de la science pour qu'elle soit applicable dans un univers connu. Oui, je pense que au Canada et au Québec, on a la tendance de formuler toutes les stratégies avec des termes comme innovation et des termes comme ça qui veulent dire dans le contexte qui est exprimé encore mon bon québécois, quels sont les bébelles qu'on va sortir. La science utile, on veut de la science utile. Oui. Mais disons qu'on est tout à fait d'accord avec les besoins, mais il y a une valeur de la science pure, de la science fondamentale, comme un mécanisme de créativité pour de nouvelles choses, de nouvelles réalités qu'on va développer lors de processus. Et ça toutes les sociétés avancées ont eu une composante très importante de cette approche. Ils doivent la maintenir, se la permettre encore. Oui. Puis si je puis ajouter, en ce moment, en 2024, on voit la science comme étant la science utile. On la voit comme étant de la science qui donne des avancées technologiques. Et non seulement des avancées technologiques, mais des avancées technologiques qui vont créer des revenus. Ce qui est très différent d'une avancée technologique que tout le monde peut utiliser, mais qui ne cause aucun revenu. Comme la roue, par exemple, ou le feu. Personne n'a fait d'argent sur le feu puis la roue. C'est sick comme technologie. Maintenant, ça, c'est de la technologie. C'est manipuler l'univers pour arriver à un résultat qu'on désire dans la matière. Mais l'humanité ne fait pas de la science juste pour ça. L'humanité, avant, faisait de la science pour de l'art, faisait des mosaïques, des choses incroyables qui ont probablement changé la vie de plus de personnes que la plupart des choses qui vont se faire financer comme étant de la science à haut impact. Ou même, des fois, c'était pour des raisons comme spirituelles. Je ne veux pas dire qu'on fait une religion, mais je veux dire, ça nous permet, comme disait
comme Carlos l'a dit, c'est d'imaginer des univers qui n'existent pas. Ouais, voilà. C'est d'ouvrir notre esprit à des réalités qu'on ne pouvait pas concevoir avant. C'est ça qu'on doit faire comme scientifique. Et actuellement, toutes ces choses. on regarde ce qui se passe dans le monde et on rêve parfois de déménager dans ces univers-là qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on sait qu'ils peuvent exister. Moi, ça m'interpelle, en tout cas. Et qu'il y a des possibilités qu'on ne s'imagine pas ici. Oui, voilà. Hey, merci vraiment, messieurs. Salut. C'est passionnant.